Bonsoir officiellement et bienvenue à notre deuxième visioconférence. Monica, je remarque qu'on a même des gens qui reviennent pour une deuxième fois. Là, Richard et Yves sont en ligne, donc on était soit extrêmement pertinent ou soit pas très clair tantôt. Donc, bienvenue à tous et à toutes pour notre deuxième visioconférence de la journée. En débutant, juste quelques points d'intérêt général pour votre information. Donc, présentement, vous êtes tous et toutes sur muet par défaut. Question là, que ce ne soit pas trop cacophonique pour tout le monde et qu'on puisse avoir une présentation claire. Si vous avez des questions, évidemment, c'est le but de la soirée, c'est de répondre à vos interrogations. Vous pouvez solliciter la parole soit au bas de votre écran, là, vous avez des boutons, donc soit par le bouton Q&R, questions et réponses, qui est l'idéal pour nous, ça nous permet de garder une trace également des questions qui sont posées pour la suite des choses, ou également dans le chat ou dans le conversé. Là, je vois qu'on en a quelques-uns ici déjà qui nous ont fait des commentaires sur le chat. Alors, vous pouvez donc vous adresser à nous de cette façon ou en levant la main. Donc, vous avez l'option lever la main qui est encore la façon la plus simple de demander la parole. Je vois que Richard et Jocelyne là, ont déjà demandé la parole, donc ça ne sera pas bien long. Monica qui est avec nous, donc, agit à titre de modérateur et elle vous donnera la parole donc à tour de rôle. La présentation de ce soir est diffusée simultanément en Facebook Live et ce sera possible également là, pour tout le monde de les visionner par la suite s'il y a des questions supplémentaires. Et le but premier, en fait, là, donc, de la rencontre est de répondre là, à vos questions d'intérêt général un petit peu. Si vous avez des questions extrêmement spécifiques à votre club ou une situation particulière, ou si vous avez possiblement là, plusieurs points à traiter qui pourraient demander là, une discussion plus approfondie, écoutez, aucun problème. À ce moment-là, ce qu'on vous propose, c'est qu'on s'organise une autre rencontre en visio, vous avec nous, là, de façon plus personnalisée. On pourra organiser ça au cours des prochains jours et des prochaines semaines à votre convenance. Sans problème, on est là pour vous aider. Et ça nous fera plaisir à ce moment-là de faire un tour d'horizon le plus complet des choses avec vous. Le document là, donc, qui a été publié hier, comme vous en avez sûrement pris connaissance, c'est donc un document là, pour votre information qu'on travaille depuis plusieurs semaines maintenant. Et contrairement là, à d'autres sports, là, je peux dire que je suis vraiment fier là, du monde du curling. Tout le monde a travaillé ensemble donc au Canada là-dessus. Toutes les DG des provinces, de concert avec Curling Canada, on a décidé de faire un document commun afin d'harmoniser nos façons de faire pour la reprise du curling. Je pense qu'en bout de ligne, tout le monde va être gagnant avec ça. Et le document, comme vous l'avez sûrement vu, est assez complet. Donc, il renferme beaucoup d'informations. Il ne se veut pas être une Bible, un document qui contient des choses que vous devez nécessairement appliquer à la lettre. Okay? La réalité de chaque club de curling et dans chaque ville, chaque municipalité peut être différente. Okay? Donc, dépendamment de votre propre réalité, ce qu'on vous suggère fortement de faire, c'est de créer rapidement un comité COVID qui devrait être en place là, rapidement et tout au long de la saison, parce qu'on sait que les choses sont probablement appelées à changer au courant de l'année. Et ce comité COVID là, pourra donc s'inspirer fortement du document qui est en place là, pour mettre vos propres choses en place pour la saison à venir. Je pense que c'est la meilleure façon de faire dans tous les cas. Pour votre information également, ça a été un petit peu plus aisé qu'on l'aurait même pensé au niveau du lancement du document, simplement parce que de notre côté, on voulait non pas le faire approuver par le ministère parce qu'ils n'approuvent pas les plans de relance des différents sports, mais on voulait quand même obtenir leur feu vert. Donc, nous attendions la version finale francophone et anglophone de Curling Canada du document, qu'on a ensuite fait parvenir au ministère pour commentaires et ou ajustements. On voulait évidemment s'assurer que tout ce qu'il y avait dans le document était applicable là, pour notre réalité ici là, au Club du Québec. Et en fait, rapidement, ils nous sont venus et ils étaient extrêmement satisfaits du document qu'on avait produit tout le monde ensemble. Donc, un document complet là, à leurs questions qui répondait bien aux besoins là, du marché. Donc, avant de commencer et d'ouvrir les micros, en fait, de vous laisser poser des questions, une question qui revient beaucoup là, depuis déjà là, 48 heures un peu, et je vais l'adresser tout de suite parce que ce n'est pas bien compliqué. Ça a rapport en fait à tout ce qui concerne le brossage. Beaucoup de questions à ce niveau-là. Ce qui est recommandé dans le document et ce qu'on vous recommande également fortement, ce n'est pas nécessairement de diminuer la grosseur de vos équipes dans vos ligues. Donc, le curling à 4 se joue très, très bien dans les règles qui sont en place actuellement et qu'on nous demande de respecter. Ceci étant dit, on recommande fortement qu'il y ait un seul brosseur pour les pierres et ça en tout temps. Donc, quand une équipe, l'équipe active et le lanceur s'élance, le brosseur devrait être en place, évidemment, là, à une distance suffisante
de son lanceur. L'autre brosseur est vraiment là, entre les deux hogs dans une zone passive qu'on appelle et il n'a aucune incidence là, sur le déroulement de cette pierre au complet. On recommande également que le balayeur soit la seule personne qui soit autorisée à balayer tout au long du lancer, c'est-à-dire même après la ligne de T. Donc, les capitaines, à leur grand désarroi, n'auront même plus à balayer le petit 6 pieds derrière la maison. Encore une fois, pour une question de ne pas faire un lien entre les deux ou de ne pas faire un changement qui pourrait apporter un lot de problématiques au niveau de la logistique. Donc, on recommande donc que le balayeur balaye la pierre ou toutes les pierres qui seraient en jeu pendant le lancer. Et on recommande également que l'équipe passive, donc l'équipe qui ne lance pas, n'ait pas le droit de balayer en aucun temps, que ce soit ses propres pierres qui sont touchées dans la zone de garde ou dans la maison, ou les pierres adverses après la ligne de T. Donc, c'est les modifications qui sont proposées actuellement, ça à l'ensemble du Canada. J'étais justement en discussion tantôt, j'avais un autre appel de conférence entre nos deux visios à nous. Et évidemment, dans l'éventualité où les règles de la santé publique permettaient de se rapprocher puis permettraient du balayage dit normal, on pourrait à ce moment-là amender les résultats, je veux dire, les façons de faire et ça serait la meilleure façon de procéder. Alors, je pense que sans plus tarder, Monica, on peut commencer avec les questions. La dernière chose que je tiens à vous dire, juste d'entrée de jeu, c'est que la situation peut être appelée à changer de façon drastique, positivement ou négativement, très rapidement, d'ici au début de la saison et même tout au long de la saison cette année, comme vous le savez. Alors, quelque chose qui est vrai aujourd'hui ne sera pas nécessairement demain et ne sera possiblement pas non plus dans 2 mois. Votre comité qui sera mis en place devra être capable, je pense, de s'ajuster rapidement. Et votre club devra aussi être capable d'éviter les coûts et de modifier vos façons de faire. C'est sûr que tout au long de la saison, nous, on va être en appui pour vous aider. On va être disponible en tout temps pour vous épauler. Vous transférez les informations qui émaneront du ministère et de la Santé publique qui vont nous toucher directement. Ça va être notre rôle qu'on a fait tout l'été et qu'on va évidemment continuer de faire avec plaisir. Mais comme je vous dis, bien malin qui pourra prédire ce qui va se produire dans les prochaines semaines, les prochains mois d'ici notre début de saison. Puis même, comme on sait, nos saisons coïncident avec l'automne, qui est une période possiblement plus problématique au niveau des deuxièmes vagues potentielles. Alors, il faut garder ça en tête dans notre planification, il faut être capable de réagir rapidement. Alors, Monica, je ne sais pas si tu as d'autres choses à rajouter, sinon on pourrait y aller de facto avec les premières questions de la soirée. Oui, bonsoir tout le monde et bienvenue. Je voulais juste ajouter un petit commentaire en anglais si parmi nous il y a des participants qui ont des questions à poser en anglais. So hello everyone and welcome to our Anglophones as well. Please feel free to ask your questions in English if you feel more comfortable doing that. And we will answer those questions in English and we will then proceed to translate them into French for everybody else. Vice versa, if there are questions that you wish to understand better in English and we are answering them in French, please feel free to let us know, raise your hand or write a quick message in the chat and we will do our best to translate it into English as we go. Donc, alors on est prêt pour les premières questions. On va commencer avec Richard qui a la main levée depuis un petit moment déjà. Alors, Richard, est-ce que tu nous entends? C'est à ton tour. Faudrait que tu... En fait, voilà. Oui. Oui, bonsoir, Richard. Dans le fond, c'est ma principale inquiétude, c'est de savoir combien qu'on a de membres qui vont revenir dans nos clubs, surtout avec les personnes âgées qui alimentent beaucoup le membership des clubs. Y a-t-il quelque chose qu'on devrait penser ou prévoir de ce côté-là? Là? Oui, Richard, c'est effectivement là, une préoccupation pour tout le monde. Écoute, jusqu'à maintenant, je sais qu'il y a certains clubs, pas au Québec, ça n'a pas été fait encore, du moins pas à ma connaissance, mais il y a certains clubs ailleurs au Canada qui ont envoyé des sondages à leurs membres déjà pour un peu voir l'état d'esprit des gens et quelle était leur intention de revenir au club ou non. Apparemment, dans les clubs où ça a été fait, le taux de réponse a été extrêmement positif. Ceci dit, est-ce que ce serait la même chose ici au Québec? Évidemment, on ne le sait pas. C'est une question, là, Richard, qui est épineuse, comme tu le sais, et qui est importante. Donc, évidemment, dans la façon que vous allez communiquer avec vos clubs, parce que c'est vraiment, il faut le faire vraiment là, de façon personnelle. Comme je vous le dis précédemment, chaque club a vraiment sa propre réalité
en fonction, par exemple, du nombre d'accès au club, du nombre d'accès aux glaces, la grandeur de votre salle, etc. Donc, le plan que vous allez mettre en place et qui sera communiqué avec vos membres sera effectivement extrêmement important et il va falloir, dans le fond, faire la démonstration que ce sera possible de pratiquer le curling et ou autres activités dans votre club de façon sécuritaire. On s'entend qu'au niveau, le principe de base là, qui est toujours promu par le ministère, entre autres, actuellement, et qui doit être respecté à l'heure actuelle, c'est le principe de distanciation physique, donc de 2 mètres. Okay? C'est toujours applicable maintenant, même si on sait que dans certains sports qui ont déconfiné extrêmement rapidement, des sports d'été extérieurs surtout, des contacts légers sont tolérés. Hein, on sait qu'on peut jouer au soccer de façon normale présentement et on peut jouer à d'autres sports. Donc, tout est pas mal ouvert présentement, à part les sports de combat. Donc, au niveau d'assurer la distanciation physique dans nos clubs de curling sur les glaces comme telles, il n'y a honnêtement aucun problème à le faire. Vous avez sûrement vu là, le petit schéma qui accompagne le document de Curling Canada en annexe à la dernière page. Donc, avec des pastilles sur la glace et de façon claire, je pense qu'on va être en mesure, là, tout le monde, d'éduquer nos membres extrêmement rapidement. Oui, Monica l'a mis en ligne ici. Donc, je pense qu'on va être en mesure d'éduquer nos membres extrêmement rapidement, puis qu'après un bout ou deux dans le début de saison, au niveau des déplacements sur la glace, on va pouvoir assurer le principe de distanciation. Après, où ça peut se compliquer possiblement, c'est dans la logistique de comment jouer, qui jouer et quand le jouer, c'est-à-dire est-ce que toutes les pistes vont débuter à la même heure, comment allez-vous donner accès à la section bar de votre club. Ça, c'est toutes des choses, évidemment, qui sont à considérer. Et encore une fois, là, où vous aurez probablement des informations importantes à donner à vos membres à ce sujet-là. Est-ce que ça répond à ta question, Richard? Oui, merci, Marc-André. De rien. Juste dire, dans le chat, Monica, avant de la prochaine, Martin nous demandait si, dans les championnats officiels, est-ce que les règles sont appliquées? Tout à fait, Martin. Donc, pour l'instant, le Curling Québec, on va évidemment suivre à la lettre toutes les consignes de la santé publique et toutes les règles. Donc, s'il y avait un championnat Curling Québec disputé demain, le principe de distanciation serait imposé. On aurait un horaire précis d'arrivée, de départ des équipes, par exemple, pour éviter qu'il y ait trop de foule. Évidemment, en fonction du club où on est, encore une fois, et de la possibilité là, de nos possibilités physiques. Donc, chaque championnat aurait son propre protocole unique, là, mais tout à fait les règles seraient suivies à la règle, là, et c'est ce qu'on entend faire tout au long de la saison. Parfait. Donc, merci Marc-André. On passe à Jocelyne qui a aussi levé la main il y a un petit bout maintenant. Jocelyne, vous avez une question? Jocelyne, est-ce que vous nous entendez? Oui. Oui, Bon. Bonsoir. OK, oui, bonsoir. Est-ce que, ça rejoint un petit peu ce que le monsieur venait de dire, là, parce que dans les clubs où c'est des gens un petit peu plus âgés, le fait de balayer juste à un joueur, ce ne sera pas vraiment évident. Jocelyne, vous avez raison. C'est pas facile d'être un seul balayeur. C'est extrêmement difficile. Ceci étant dit, la recommandation, là, Jocelyne, à ce stade-ci, c'est vraiment d'y aller avec un seul balayeur pour des règles de distanciation. Là. La santé publique prime surtout en ce moment. Donc, on recommande fortement de se plier à cette obligation et de le respecter en tout temps. Est-ce qu'on va devoir porter un cache-bouche? Ça, Jocelyne, vous mettez le doigt sur une des nombreuses questions à 1 000 $ présentement. Comme vous savez, là, il y a des municipalités maintenant qui ont débuté l'obligation du port du masque à l'intérieur. La Ville de Montréal semble se diriger vers cela prochainement et on a vu là, que le premier ministre, du Québec est en réflexion également à ce sujet. Donc, pour l'instant, Jocelyne, la réponse est non, c'est pas obligatoire. Ça pourrait le devenir, ceci dit. Et si ça devient évidemment une obligation à l'intérieur, soyez sans crainte que nous, on fera des représentations à ce moment-là au niveau du ministère, savoir si effectivement ça s'applique dans un contexte de sport comme le curling et dans un contexte dans des clubs qui sont dédiés uniquement à un sport comme le nôtre. Donc actuellement, la réponse est non. Ça pourrait être appelé à changer, ceci dit, et le cas échéant, on vous en avertira le plus rapidement possible. Merci.
De rien. De rien, Jocelyne. On passe maintenant à Marie Belland. Là, je pense que tout le monde peut voir la question. Marc-André, c'est la première question dans la section des questions et réponses concernant le nombre des glaces. Oui, donc Marie, pour ceux qui n'ont peut-être pas accès, nous mentionne qu'elle est dans un club de 3 pistes et que le club avait considéré d'utiliser les pistes 1 et les pistes 3 et laisser la piste 2 libre. Il mentionnait que ce n'était pas une recommandation dans le livre. Effectivement, Marie, à la lumière là, des études qui ont été faites et selon le schéma qu'on vous a montré tantôt, c'est tout à fait possible de respecter la distanciation en ayant toutes les pistes occupées. Donc, il n'y a pas de problème sur l'aire de jeu comme tel. Nous ne recommandons pas donc de fermer aucune piste pour la saison prochaine, mais bien évidemment d'avoir du marquage au sol. Donc, quand vous ferez votre montage de glace, possiblement garder ça en tête pour mettre des pastilles, par exemple, pour aider les gens à bien se positionner, surtout en début de saison. Mais l'utilisation de toutes les pistes là, est recommandée, donc actuellement sans aucun problème. Super. Alors, merci. On passe à Robert Lemay qui a levé sa main aussi. Robert, est-ce que vous voulez poser votre question? Oui, vous m'entendez? Pas vraiment, de façon très, très faible. Ça va mieux, là? Non, malheureusement pas. Ben, je vais écrire la question. Pas drôle de rester en campagne. Non, vous n'entends pas très bien non plus. Ah oui. Robert, Ah non, ça c'est Marc-André, c'est pas Robert. Ouais. Robert, ce que je vais faire, c'est je vais vous donner une petite minute pour, en fait, pour essayer de résoudre vos petits coquilles techniques. On va passer à vous après la prochaine question. Et, on vous attend toujours de façon très faible. Si vous préférez taper votre question plutôt que parce qu'on ne vous entend vraiment pas du tout. D'accord. OK, merci. Alors là, on passe à Michael Colette. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Allez-y. Bonjour, c'est le club de curling Bel Air à Mont-Saint-Hilaire. Une petite question, j'en ai plusieurs, mais je vais en faire seulement qu'une pour tout de suite, puis je vais attendre mon tour après. J'ai bien compris, toutes les provinces ont fait partie d'un comité pour générer ces lignes directrices de retour au jeu de Curling Canada. C'est bien ça, j'ai compris. Et qu'il n'y a aucune restriction du gouvernement Québec à l'intérieur de ce document-là. On peut prendre ça tout de suite. Tous les règlements du gouvernement Québec sont déjà à l'intérieur de ça. On n'a pas d'autres restrictions. C'est bien ça? Non, là, je ne suis pas sûr de comprendre votre question, Michael. Le document a effectivement là, été fait par un comité canadien, donc toutes les provinces, on peut s'harmoniser là. Mais il n'y a pas préséance sur les règles en vigueur au Québec, là. Non, mais c'est ça. Je veux dire, les règles du Québec, ici, est-ce qu'ils sont intégrées dans le document? Est-ce que vous, Curling Québec, a fait ce travail-là, vérifier si nous, on a des contraintes dans la province et s'ils sont inclus dans ce document-là, ou est-ce qu'on doit s'attendre plus tard à une ligne directrice de retour au jeu de Curling Québec? Non. Actuellement, là, Michael, les lignes directrices pour le Québec sont assez simples. On a le droit d'avoir 50 personnes à l'intérieur présentement, okay, dans un contexte sportif. Oui. On doit être en mesure d'assurer une distanciation physique. Oui. Okay. Et on doit être en mesure, peu importe l'activité, de fournir tout ce qui est relatif à l'hygiène de base. Okay? Ensuite de ça, Michael, chaque club de curling, chaque centre sportif, chaque gymnase, comme chaque restaurant, a le devoir de s'assurer que les règles de la santé publique soient respectées. Donc, ce n'est pas Curling Québec qui va vous dire, en fait, quoi faire, quoi pas faire. Évidemment, on va être là pour vous épauler, c'est notre rôle, mais chaque club a sa réalité en fonction, comme tu disais, par exemple, l'espace de votre salle à l'intérieur, le nombre d'accès que vous avez dans le club ou le nombre d'accès aux glaces. Donc, ce qui est vrai pour chez vous à Bel Air ne sera peut-être pas nécessairement le cas pour votre voisin à Mont-Bruno, okay? Même si vous êtes pas loin l'un de l'autre. Tout va dépendre, en fait, de votre établissement, du nombre de personnes que vous pouvez accepter et d'une foule de facteurs, en fait. Donc, ce qu'il y a dans le document, c'est vraiment pour vous aider à faire votre propre réflexion en comité dans chacun des clubs du Québec. Et nous, on est là pour vous aider si vous le souhaitez. Mais c'est pas, il n'y aura pas de ligne directrice plus spécifique que celle que vous avez présentement. Parfait. Merci beaucoup.
De rien. faut aussi, si je peux rajouter, il faut aussi considérer que ce qui sera en vigueur pour vous à Bel-Air ne sera pas nécessairement en vigueur dans d'autres régions du Québec. Comme récemment, en fait, toute la région de Montréal était sous des recommandations et des lignes directrices beaucoup plus strictes que le reste du Québec. Donc, il faut toujours se fier aux recommandations du ministre de la Santé publique avant tout. On a quelques questions dans le chat, Monica. Oui, en fait, je vais passer à Robert Lemaitre parce qu'il a fini pour nous envoyer sa question. Donc, c'est celle-ci. Une fois le plan complété, doit-on le soumettre à la ville ou à une autre entité? Oui, excellente question, Robert. La réponse officielle, c'est non, mais on vous conseille quand même de le faire. OK? Donc, encore une fois, les règlements, comme vous savez, provinciaux sont en vigueur et doivent être respectés. Il peut également y avoir des normes municipales, comme par exemple, il y a des municipalités qui ont déjà rendu le port du masque obligatoire. OK? On vous recommande donc fortement, une fois que votre plan soit mis en place, afin d'éviter tout problème pour votre club de curling, si vous êtes en mesure de le faire valider par vos instances municipales, faites-le. Ce sera un rubber stamp de plus dans votre plan de relance et ça sera fait. Ceci étant dit, comme ça a été le cas pour le plan général, il n'y a pas d'approbation officielle, donc il n'y a pas de saut là, qui va être donné par les instances ministérielles, mais vous devez évidemment, là, c'est votre travail de vous assurer que les règles de la santé publique soient respectées dans l'intérieur de vos murs pour la pratique du sport. Tout à fait. Parfait. J'espère que ceci répond à votre question. Robert, sinon, allez-y de même encore et vous pouvez taper, en fait, poser une question de suivi. On passe à Ghislain Hamel qui attend aussi depuis un petit bout. Ghislain, vous êtes là? Oui, vous m'entendez? Bonsoir. Oui. Bonsoir tout le monde. Je voulais savoir concernant le 50 personnes maximum. Si je comprends bien, il y a comme 2 zones, donc c'est 50 personnes du côté des glaces et 50 personnes possibles du côté de la salle. Est-ce que c'est bien ça? Oui, c'est une excellente question, Ghislain, et j'avais posé la question moi aussi. Effectivement, là, ça tombe un peu dans une zone grise, mais oui, c'est toléré. Donc, il s'agit vraiment là, de 2 entités séparées. On s'entend, on a l'accès aux glaces, il y a des portes partout. Donc, c'est accepté et avec le nombre de pieds carrés qu'il y a exactement dans les glaces, comme on sait, il y a de l'espace. Donc, présentement, là, les glaces et le club comme tel sont considérés comme 2 endroits différents, mais c'est sûr que la période de battement entre les vestiaires, si vous décidez de les ouvrir ou non, ou la période quand les gens arrivent dans le club entre les parties, par exemple, est effectivement là, à considérer. Une des choses qui peut être intéressante là, à regarder, c'est de commencer des parties à des heures variables. Par exemple, dans un club de 4 pistes, 2 pistes pourraient commencer leur partie à 6 heures le soir, 2 autres à 7 heures, et ainsi de suite pour le deuxième drap, de sorte qu'il y aurait des battements, là, puis les gens arriveraient au club à des heures différentes. Vous pouvez aussi considérer toutes sortes de choses pour faciliter le mouvement, comme par exemple le marteau au premier bout pourrait être prédéterminé. Les équipes pourraient donc rentrer sur la glace à des moments différents. L'équipe qui a le marteau pourrait rentrer en premier, faire 2 glissades, aller se positionner dans la zone neutre entre les 2 hogs. L'autre équipe pourrait rentrer par la suite, faire ses 2 glissades, partir le match. Donc, il y a toutes sortes de facteurs là, qui peuvent être facilement mis en place pour vous assurer que ça soit fait de façon cohérente chez vous. Évidemment, du marquage au sol peut être extrêmement intéressant s'il y a un chemin là, à suivre dans votre club. Dans un monde idéal, évidemment, porte d'entrée, porte de sortie au club, porte d'entrée, porte de sortie pour les glaces, mais on sait que ce n'est pas toujours le cas pour tout le monde. Donc, comme je vous dis, dépendamment de la logistique qui est en place et qui vous est permis dans vos installations, déterminer là, le meilleur chemin, le meilleur plan de match à suivre. Et encore une fois, si vous avez besoin de valider ou vous avez de l'information, on est là pour vous appuyer là-dessus. Donc, ça veut dire qu'en tout temps, on ne devrait pas dépasser 50 personnes, par exemple, du côté du club. Exactement. Si la règle du 50 demeure, Ghislain, puis on sait qu'en ce moment, là, il y a des pourparlers qu'il pourrait y avoir des plus gros groupes tolérants à l'intérieur, mais comme je vous dis, présentement, ce n'est pas le cas. Alors moi, je vous dis actuellement travailler en fonction du 50. Ce qui est probablement souhaitable, Ghislain, c'est que les gens qui sortent de la glace montent au bar et aient un temps limité pour rester au bar pour libérer la place pour les prochaines personnes après. Là. Ça veut dire que, par exemple, si on organise un tournoi, ça limite beaucoup là, des possibilités. Effectivement. Tant et aussi longtemps que la règle de 50 va être en place,
les tournois. Puis comme on sait, les revenus du bar sont souvent des revenus extrêmement importants là, pour les clubs de curling. Donc ça aussi, ça doit faire partie de votre réflexion au niveau des finances. C'est quoi le minimum requis, évidemment, et à quoi, comment le club pourrait s'ajuster, parce que je pense effectivement pas que si les choses demeurent comme elles sont pour l'instant, Justin, on va pouvoir avoir des revenus similaires à ce qu'on a eu par le passé au niveau des bars, du moins en début de saison. OK, merci. De rien. Merci, Ghislain. Là, on passe à Billy, qui attend depuis un petit moment. Billy, good evening. Your question, persons over 70 years old are currently banned from indoor gatherings in Quebec, hence no curling or visits to the bar. La question donc serait, toute personne âgée de 70 ans ou plus présentement, en fait, c'est présentement interdit de se rendre dans des rencontres à l'intérieur au Québec. Donc, est-ce que ça veut dire pas de visite au club de curling et au bar? Honestly, Billy, I'll have to triple check that one. I'm not sure it's still precise right now, that rule. Monica, you have more info to me on this one? To be fair, I haven't. I thought that was no longer the case, but now you caught us, Billy. We can't confirm it 100%. We would have to check with whatever the latest ministry guidelines and recommendations are. If that is the case, then yes. As for everything else, ministry guidelines and recommendations supersede everything else, and certainly supersede any guidelines in the Curling Canada document. But we will have to, like Marc-André said, we'll have to verify. Donc, de notre côté, pour Curling Québec, nous, en fait, on est pas mal sûr, non, mais on pensait que ceci n'était plus le cas pour les personnes âgées de 70 ans et plus de se rendre à l'intérieur des bâtisses et des établissements. Mais là, Billy nous pose une bonne, donc on va être pas mal diligent sur ça. On va checker ça pour être vraiment sûr, et on vous passera les infos dès qu'on est 100% confirmé, une fois, en fait, d'un côté ou l'autre. Mais pour l'instant, moi, je pensais que c'était plus le cas. Mais on va vérifier ça. Dans le chat, Monica, je pense qu'on est tout le monde sur la même page. Là, donc, il y a Gilles et Marie qui ont répondu. Elderlies are no longer confined to indoors. It's suggested but not enforced. Et je le vois là. So thank you very much, Gilles and Marie, for answering also. And thank you, Billy, for your question. I think it might just be a little misunderstanding here, but I don't think people over 70 are banned from indoors gathering right now. This might change, however, so something to keep in mind, obviously. Raoul just sent something to Thank Monica. you. So you can check out the link. Ouais, je vois. Merci, Raoul. Yeah, so I think for now we're okay for that. Rapidement, il y a deux questions différentes dans le chat de Germain et Francis concernant les formulaires. Je vais y revenir tantôt avec plaisir. Faites-vous-en pas, c'est une très bonne section, donc je vous reviens sans faute. Sébastien nous parle des mesures d'hygiène qui sont recommandées. Effectivement, là, les mesures d'hygiène de base doivent être respectées, c'est-à-dire donc que les gens en entrant présentement, comme je dis encore une fois, donc les gens en arrivant devraient évidemment devoir se laver les mains. Et tout objet qui sera touché devra être désinfecté en tout temps. C'est-à-dire donc, si pour ce qui est des pierres de curling, évidemment, là, c'est probablement l'objet qui va être le plus touché. Il est recommandé dans le livre, comme vous avez vu, que les pierres soient désinfectées à la fin de la partie. Je pense également qu'il ne serait pas mauvais d'implanter au niveau des pierres une désinfection avant la partie et au début de l'autre. Est-ce que ça fait? Donc, les joueurs qui terminent par courtoisie pour les suivants pourraient désinfecter des pierres, et en arrivant, les gens pourraient le refaire encore de nouveau s'ils veulent le faire, juste pour être sûr que tout a été fait de bonne façon. S'il y aurait changement de pierre au courant de la partie, on ne le recommande pas encore une fois, mais on sait que ça peut arriver souvent que des joueurs veulent changer de pierre au courant de la partie. Donc, encore une fois, dès qu'il y aurait manipulation, les gens devraient se laver les mains à l'avance, désinfecter les pierres, et on pourrait changer les pierres à ce moment-là. Même chose pour ce qui est de tout l'équipement de glace. Donc, on recommande évidemment que le strict minimum de personnes aient accès à vos équipements de glace, les Ice King, les machines à pebble et les nippers. Nous, on sait que dans beaucoup de cas, des membres vont donner des coups de main et des bénévoles vont aider. Donc, c'est extrêmement important
de prévoir encore une fois dans votre scénario quelle est la réalité de votre club, qui touche à quoi et quand, et de vous assurer à ce moment-là qu'il y a un protocole de désinfection qui soit rigoureux mis en place et qui soit surtout là, expliqué à tout le monde. Et l'autre volet qu'on n'a pas encore touché ce soir, là, mais les questions vont sûrement arriver incessamment, c'est le volet des locations. Donc, évidemment, si vous ouvrez votre club à des locations externes, encore une fois, vous devriez être extrêmement vigilant sur les gens qui vont rentrer dans le club et comment vous allez traiter leur séjour dans votre club. Ça ouvre peut-être la porte, Monica, à tout le dossier des renonciations. Donc, on a eu 2 questions Oui, là-dessus. avant de passer à ça, ce que je peux rajouter, Sébastien, concernant les ballets, par exemple, je sais que certains clubs ont décidé déjà en fait, de demander aux membres et à toute personne qui utilise les glaces d'amener leur propre balai. Donc, il n'y aura plus des balais à disposition du public général, en fait, et ça sera en fait à chaque membre d'apporter son propre balai et de le ramener chez eux à la fin de la partie, à la fin de la pratique de réchauffement et tout ça. Oui, je pense que maintenant, on peut passer aux questions concernant les rénonciations et aussi les formulaires à faire signer. Je vois aussi que Michael Colette a demandé une discussion sur l'annexe 2 et 3. Pour référence, je vais vous montrer ce qui sont en fait les annexes 2 et 3. Donc, là, on parle des documents qui sont à la fin du document des lignes directrices. Donc, c'est des déclarations à faire signer. Donc, là, Marc-André, je te donne la parole. On commence avec l'annexe 2. Oui, en fait, c'est tout le dossier des renonciations ou communément ce qu'on appelle les releases. Comme vous savez, il est fortement recommandé dans le document, évidemment, que vous fassiez signer un formulaire de renonciation à toute personne qui va entrer dans votre club de curling. Vous avez des modèles ici dans le document pour des personnes qui sont majeures et des personnes mineures également. Et il est important, en fait, encore une fois, de vous assurer, et c'est le plus important, que les releases que vous mettrez en place sont valides. Donc, les 2 releases que vous avez ici dans le document de Curling Canada ont été validées par leur département légal et ont été validées également par leur compagnie d'assurance. Et dans les 2 cas, ils ont eu le feu vert. Donc, ça, c'est les releases qui seront utilisées dans le cadre des championnats canadiens. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils sont valides chez vous, encore une fois. Donc, en fonction de l'assureur, donc tout le monde, souvent des clauses sont différentes, surtout quand vient le temps de maladies là, transmissibles et qui a des virus, excusez-moi. Donc, ça peut extrêmement varier d'un club à l'autre et d'une compagnie d'assurance à l'autre. Alors, ce qu'on vous recommande, encore une fois, c'est évidemment d'avoir un release pour vous protéger en tant que club. Donc, les gens qui vont rentrer dans l'éventualité où il y aurait un contact éventuel avec quelqu'un qui aurait le COVID, le club ne pourrait pas être poursuivi contre cela. Mais évidemment, de le faire valider par votre compagnie d'assurance. Nous avons reçu récemment également un formulaire de renonciation de la part du RLSQ, donc le Regroupement Loisirs Sport Québec, qui est dans le fond qui chapeaute toutes les fédérations provinciales ici au Québec. Il est plus succinct que ceux que vous avez ici là, dans le document de Curling Canada et il s'applique autant pour les personnes âgées de plus de 18 ans que celles de 18 ans dans le même document. Donc, on va vous le rendre disponible prochainement. Monica en a pris connaissance également. Encore une fois, il a été avalisé là, par le département juridique là, au stade là, du RLSQ. Et il a été avalisé donc par la compagnie d'assurance du RLSQ. Mais encore une fois, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il est 100% foolproof pour votre propre club. Donc, ce qu'on vous conseille encore une fois, c'est oui, de mettre un release en place, oui, de le faire signer à toute personne qui rentrera dans votre club à chaque journée. On sait que ça peut faire énormément de paperasse, mais un membre qui joue le lundi puis qui joue le jeudi a possiblement été dans une soirée entre les deux jours au club et sa condition aurait pu changer. Donc, on vous recommande de le faire signer à tout le monde, à tous les jours. On vérifie là, présentement, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être fait en ligne également
peut-être de façon, avant d'arriver au club, par exemple, pour vos membres, justement, pour éviter la paperasse et faciliter la vie de tout le monde. Honnêtement, pour l'instant, on n'a pas eu la réponse encore, donc on reviendra sur ce point-là. Mais le release également vous permettra, le cas échéant, s'il y avait une éclosion ou s'il y avait quelques cas de COVID là, chez vous, malheureusement, d'assurer la traçabilité qui pourrait être demandée par la santé publique. Donc, on sait qu'il y a beaucoup d'énergie qui est mise maintenant sur tracer le virus et les personnes qui sont possiblement touchées. Alors, s'il y avait des cas quelque part, la santé publique pourrait venir chez vous et vous demander, en fait, des preuves de traçabilité de qui était passé dans le club. Et le release sera à ce moment-là, évidemment, là, un outil qui serait très utile pour vous. Là, juste pour faire le suivi avec, en fait, c'est une question qui vient d'arriver concernant la paperasse. Richard Joran, est-ce qu'une affiche ne rentre pas si peut remplacer la paperasse? Marc-André, je te laisserai donner plus de détails, mais moi, légalement, je doute fortement que ceci pourrait remplacer toute la paperasse, malheureusement. C'est à chaque club de décider quoi faire. Si vous vous sentez plus à l'aise de seulement mettre une affiche à l'entrée du club avec les spécifications et les exigences envers les membres, ça c'est à vous de faire. Mais là, on parle vraiment des formulaires de renonciation, des formulaires de consentement. Et ce qui veut dire qu'une affiche ne peut pas vraiment remplacer. Il n'y a pas de signature, il n'y a aucun point légal. C'est ça. Oui, effectivement, je suis d'accord. Encore une fois, Richard, je te dirais, si c'est une avenue que le club souhaite prendre, je validerais évidemment là, fortement et avec ma compagnie d'assurance, et je demanderais d'avoir une confirmation écrite également que c'est suffisant. Juste pour être sûr que vous n'ayez pas de problème là, au cours de la saison. Mais je serais extrêmement surpris, surtout s'il y a des gens de l'extérieur qui rentrent dans le club des fois, que ce soit suffisant. Donc, dans votre plan de relance, même si c'est compliqué, je le sais, j'en conviens, mais je planifierais d'avoir une forme de release quelconque. Comme je vous dis, si la version électronique pourrait être faite à l'avance, je pense que ça pourrait être quelque chose d'extrêmement intéressant. Mais là encore, il faudrait monitorer qui l'a fait, qui ne l'a pas fait au niveau de nos membres, ce qui n'est pas évident. Mais quand même, on va essayer d'avoir l'information pour vous et de vous la partager rapidement si on est capable. Oui. Un conseil que je peux donner, c'est en fait, quand vous parlez, je ne sais pas combien de vos membres ont déjà, quelle portion de vos membres ont déjà renouvelé, si vous l'avez déjà fait ou pas, le renouvellement de leur membership, de leur abonnement à votre club, mais ça ferait peut-être partie d'un paquet d'informations à leur envoyer par courriel ou avec les formulaires de membership pour la saison 2020-2021. Là, on passe à M. Serge Bourassa qui attend depuis un petit moment. Serge, vous êtes là? Êtes-vous prêt à poser votre question? Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui, tout à fait. OK. Félicitations pour votre travail en passant tous les deux. C'est très, très apprécié. Merci. Moi, ma question, les stabilisateurs qu'il y a sur les glaces, on ne les laisse pas là. Les personnes, il faut qu'ils aient leur propre stabilisateur. Puis, je vais entendre la réponse de ça, puis je vais avoir une autre question par après. Oui, mais ça, c'est un peu la même chose que les balais de location, par exemple. Évidemment, on ne vous dit pas nécessairement de les enlever. Si vous les laissez sur la glace et ils sont utilisés, vous devez mettre en place là, un système pour les désinfecter, évidemment, à chaque fois, qui va être clair pour le club. Mais vous n'êtes pas obligé de les enlever, aucunement. Mais si vous les laissez, juste gardez en tête que c'est quelque chose de plus qui doit être fait par votre équipe à chaque utilisation. C'est ça qui est bien compliqué. On est mieux de les enlever parce que si on les met à chaque personne qui chante, il faut qu'ils soient relavés. Fait que je pense qu'on est mieux de les enlever. Ça va être que les personnes s'en procurent, ceux qui veulent en avoir, puis qu'ils jouent juste avec leurs équipements, eux autres, d'après moi. Il y a déjà, pour votre information à tous, là, il y a déjà beaucoup de discussions qui ont eu lieu et des idées qui ont sorti intéressantes, un peu à gauche, à droite. Là, je parle dans les discussions qu'on a eues avec les gens des autres provinces. Des clubs de curling, par exemple, envisagent la location d'équipements pour 1 mois, 2 mois, 3 mois, demi-saison, saison. Donc, pour éviter justement de devoir désinfecter à outrance, mais pour pouvoir être accommodant aussi avec des gens qui voudraient se lancer dans le curling.
Donc, il y a toutes sortes de choses qui sont envisageables. Évidemment, on veut que nos clubs, et vous ici, c'est sûr, on veut que les clubs demeurent attrayants, attractifs. On veut que les gens y viennent, puis ils passent du bon temps. C'est important, on s'entend. Et il faut aussi que tout le monde génère des revenus cette année si on veut s'en sortir. Donc, il y a toutes sortes de solutions qui commencent à être envisagées aussi pour aider les gens. Des surcharges aussi, on le voit maintenant pour l'utilisation d'équipements. Qui pourrait payer la présence d'une personne, par exemple, pour désinfecter une personne supplémentaire ou quelqu'un qui pourrait avoir une petite rémunération pour s'occuper du ménage, entre autres, du club. Donc, c'est des idées qu'on voit qui commencent à pondre et qui peuvent être envisageables également pour vous là, dans vos plans de relance. Merci Marc-André. Serge, est-ce que ceci répond à votre question? Oui, mais j'avais une autre question. Pour les jeux, est-ce que c'est en vigueur que les pistes impaires commencent côté, mettons, tableau et les pistes paires commencent tableau vitrine? Oui, ça, c'est mentionné dans le document, Serge, effectivement, là, qu'on commence à l'envers. C'est surtout recommandé au niveau dans le document de Hockey Canada pour ce qui est des championnats où c'est facile d'accès des deux côtés. Si on joue en aréna, par exemple, évidemment, c'est beaucoup plus facile de circuler d'un côté à l'autre. Dans une réalité de club de curling où tout le monde rentre du même côté, où les trottoirs sont souvent extrêmement serrés, d'avoir la moitié des gens qui vont de l'autre côté, surtout si on décale les heures de départ de partie, c'est peut-être extrêmement compliqué au niveau de la logistique. Comme je te disais, je pense que l'idée là, de commencer, d'avoir de prédéterminer l'équipe qui a le marteau, de les envoyer sur la glace en premier, et après que les gens libèrent la maison, qui se rendent dans la zone neutre là, entre les deux hogs, pour que l'équipe ensuite qui n'a pas le marteau puisse faire ses glissades et partir de match, est probablement la meilleure façon de commencer nos parties sans trop se casser la tête. Là. C'est juste que je parle dans notre cas, nous autres, les trottoirs sont larges chaque bord, fait qu'il y aurait moins de monde tout ensemble en arrière des pistes, même si on décale. Mais en envoyant les impairs à l'autre bout, chacun de côté, puis la piste se centre, je parle dans notre club à nous, je pense que ce serait mieux. Oui, mais écoute, Serge, tout à fait. Puis comme tu dis, là, si le chemin et le puzzle se fait très bien dans votre club, ben, allez-y. Il n'y a aucun problème avec ça. Au contraire, il n'y a pas une recommandation qui est mieux que l'autre. Je pense que d'ordre général, c'est pas tout le monde qui a le loisir d'avoir un beau nouveau club comme vous où il y a de l'espace. Mais si ça fonctionne chez vous, tout à fait. Il n'y a aucun problème à le faire, au contraire. Et allez-y, sans problème. Merci beaucoup. Merci à vous, Serge. On passe maintenant à la question posée par Simon Gagné par rapport à la restriction de la santé publique sur les déplacements non essentiels entre les régions. Qu'en est-il pour les tournois et championnats? Oui, alors je suis très heureux de saluer Simon. Pour ceux qui n'ont pas l'occasion de le connaître encore, il a récemment pris la présidence du Challenge Casino de Charlevoix. Alors, Simon commence son mandat dans une année pour le moins compliquée. Et il m'a déjà contacté il y a plusieurs temps déjà. Donc, lui et son équipe, évidemment, du Challenge, qu'on connaît extrêmement professionnel, travaillent déjà sur la prochaine saison. Alors, effectivement, là, actuellement, Simon, les règles en vigueur par rapport au tournoi, c'est que les déplacements interrégions non essentiels sont autorisés sans être encouragés. Donc, officiellement, ça veut dire qu'on peut se déplacer pour jouer des tournois. Il est recommandé, évidemment, que les gens s'arrêtent le moins possible, mais on n'aurait pas de problème présentement à recommander que des tournois en région soient disputés, que des tournois à Montréal soient joués et que les gens se déplacent. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Évidemment, dans le cas du Challenge, c'est un défi spécial avec un nombre d'équipes qui peuvent venir au championnat. Et la perche vous a déjà été étendue, Simon, et je le fais encore publiquement pour faire une rencontre avec vous prochainement sur la logistique qui pourrait être faite pour le Challenge. Mais donc, de façon officielle, les déplacements là, ne sont pas proscrits présentement pour les sports. Du même coup, Gilles parle des spectateurs. Effectivement, Gilles, là, les spectateurs, tout en respectant une distanciation de 2 mètres, on s'entend qu'il n'y aura plus beaucoup de monde dans les clubs et plus beaucoup d'espace là, pour les spectateurs présentement. Donc, sans y aller à huis clos, gardez toujours en tête de respecter le nombre de personnes maximum, qui est pour l'instant 50, et les règles de distanciation. Donc, si tout le monde peut être assis, hein, c'est l'autre point qui est important pour la section bar, restaurant et bar, c'est que les gens doivent être assis. Donc, vous devez être en mesure de mettre des places
qui sont assises et où il y a distanciation respectée. À ce moment-là, libre à vous de mettre les chaises où vous le voulez. On sait qu'il y a eu beaucoup là, récemment, surtout avec le déconfinement des restaurants et des bars au courant de la dernière semaine. On a vu toutes sortes de choses passer justement et que les règles de distanciation n'étaient pas trop respectées dans plusieurs endroits. On ne se cachera pas que dans le curling, on est un petit milieu. On est à peu près 70 clubs là, dans la province. Et je pense qu'il va falloir que tout le monde travaille de concert pour qu'on assure là, que notre sport soit disputé comme il faut, puis qu'on évite évidemment les problèmes au courant de la saison. Et je pense qu'un seul club délinquant, que ce soit le curling ou peu importe le sport l'année prochaine, là, pourra amener évidemment son lot de problèmes. Alors, ce que je vous dis, c'est au nom de tout le monde, faites bien attention, je pense, aux règles que vous allez mettre en place. Je pense qu'évidemment, en début de saison, les gens vont être tellement contents de se revoir et de pouvoir jouer que ça va peut-être être facile de respecter les règles qui sont en place, mais au fur et à mesure que les semaines vont passer, peut-être moins. On espère évidemment que d'ici là, la fin août, qui sonne le début de la saison officielle pour certains clubs, plus septembre-octobre les autres, comme on le sait, là, que les règles vont être assouplies encore plus et que vous allez avoir plus de latitude à ce niveau-là. Mais encore une fois, là, on recommande là, fortement d'essayer de suivre toutes les règles là, qui sont mises de l'avant par la santé publique. Je salue rapidement Monica, parce que je l'ai lu tantôt, le commentaire de mon ami Sylvain à Valleyfield, donc il n'y a pas de question, mais il nous donne une tape dans le dos bien appréciée pour le travail. Et je sais que Sylvain a été extrêmement impliqué dans divers sports et dans toutes sortes d'organisations. Alors, c'est bien apprécié, Sylvain. Merci infiniment pour les bons mots. Oui, merci beaucoup, Sylvain. Vous êtes très gentil. C'est beaucoup, beaucoup apprécié. Là, on revoit des noms qui ont déjà posé une question. Donc, par équité, je vais passer à une personne qui n'a pas encore posé une question. Donc, là, on passe à Nicole. Le volet formation, Curling Saint-Anne et Igloo, est-ce que nous devrions les mettre en veilleuse pour l'automne 2020, compte tenu qu'il sera difficile de respecter la distanciation physique avec les élèves? Oui, effectivement, Nicole, ça peut être plus compliqué. Si on a des groupes, là, on le fait souvent en Curling Saint-Anne, en Igloo, donc on a souvent les participants et les participantes qui sont autour de nous quand on fait une explication sur la glace, par exemple. Il peut être plus compliqué de faire de la formation puis d'offrir des programmes, à nos membres. Mais on ne vous recommande pas, ceci dit, de mettre le tout en veilleuse, peut-être d'adapter si on le peut. Donc, souvent, comme on le sait, on va utiliser une seule maison ou un seul acte pour nos démonstrations, dans la mesure du possible. Si c'est possible dans votre club, d'avoir des entraîneurs supplémentaires, de diviser les groupes en deux, d'utiliser les deux côtés des maisons, peut permettre de séparer les groupes et d'assurer une distanciation plus facilement. Encore une fois, je sais que la réponse est plate et je m'en excuse, mais c'est vraiment la réalité. Votre propre plan là, désignera un peu là, ce qui sera mis en place dans votre club ou non. Ça dépend d'énormément de facteurs, mais évidemment, là, les ressources humaines dont vous allez disposer, c'est un facteur qui est non négligeable. Là. Et on sait qu'il y a plusieurs clubs qui se fient énormément sur le bénévolat. C'est extrêmement important. Donc, des fois, on sait que notre membership et nos gens sont fatigués et on peut moins de temps à nous donner. Alors, à ce moment-là, peut-être limiter vos activités à ce qui vous est possible de faire. À l'inverse, si dans une situation comme maintenant, les gens veulent donner un coup de main, prenez la balle au bon, utilisez là, vos gens du mieux que vous le pouvez pour adapter vos façons de faire. J'espère que ça répond à votre question, Nicole. S'il y a cette demande de précision, n'hésitez pas. Merci Marc-André. Là, Germain, je vois que vous avez deux petites questions. Donc, ce que je vais faire, c'est juste de vous donner la parole. En fait, Germain Monica avait écrit là, pourquoi tous les jours, quand on... Oui, pour les formulaires. Oui, de tout ce qui avait rapport au formulaire de renonciation. En fait, comme je le mentionnais, Germain, c'est que les choses peuvent extrêmement changer d'une journée à l'autre pour une personne qui viendrait dans votre club. Donc, on vous recommande de le faire à tous les jours simplement pour prévenir au lieu de guérir des problèmes potentiels pour le club et vous assurer là, donc que les personnes à chaque jour aient déclaré qui n'ont pas été en contact, qui n'ont pas de symptômes, etc. Et ça vous permettra là, possiblement d'éviter des problèmes dans l'éventualité où il y avait malheureusement des cas de COVID chez vous éventuellement. Tout à fait. Puis, Marc-André, pourrais-tu alors clarifier, il y a aussi une autre question de Germain, le nombre de 50 personnes s'applique séparément pour la glace et la salle des membres. C'est 50 personnes dans chaque endroit.
Oui, effectivement. Comme j'ai dit, c'est une zone grise. Donc, ça a été, comme vous savez, le curling, on est un peu un sport unique pour ça. On a des installations dédiées uniquement à notre sport. Donc, on est un peu une bébête à part pour ce qui a rapport aux 50 personnes. Donc, les choses préliminaires que j'ai reçues, les informations préliminaires, excusez-moi, que j'ai reçues du ministère, serait que oui, ça pourrait être vraiment deux bâtiments qui seraient traités différemment. Encore une fois, par exemple, juste vous en assurer personnellement auprès de vos instances municipales, être sûr qu'il n'y a pas de problème de ce côté-là et avec votre compagnie d'assurance. Mais vu les pieds carrés disponibles, si vous êtes capable de faire la démonstration que les gens des glaces ne rentrent pas dans la période barre, à moins jusqu'au moment où ils sont autorisés, il n'y aurait pas de problème de prime abord avec cela. Merci. Germain, est-ce que ceci répond à vos questions? Merci, oui. Parfait. Ben, ça me fait plaisir de le savoir. Parfait. Puis, il y avait une autre question aussi par rapport au formulaire de renonciation. Donc, c'était plutôt concernant l'annexe 3. Là, je vais le mettre à l'écran pour, en fait, comme référence dans un instant, si je le retrouve. Oui. OK. Donc, la question est, est-ce que l'annexe 3 doit être fait signer aussi à chaque jour? Oui, encore une fois, comme je vous dis, c'est deux exemples de formulaires que vous pouvez utiliser. Il y en a un autre qu'on va vous faire circuler prochainement, celui du RLSQ. Libre à vous, là, Michael, de mettre en place la paperasse que vous souhaitez faire là, pour vous assurer que votre club puis que vos administrateurs sont à l'aise avec votre façon de faire. Donc, ce n'est pas obligatoire de le faire. Mais on vous recommande évidemment fortement d'instaurer un principe de release et de les faire signer jusqu'à temps qu'on ne soit plus obligé de le faire. Et si vous le faites, on vous recommande évidemment fortement de le faire à chaque jour, là, comme on le discutait précédemment. Merci. Super. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a des personnes qui ont encore des questions, des soucis, des suggestions même? Haha, je le savais. Gilles Terrien, allez-y. Bonjour, vous m'entendez? Oui. OK. Arrêtez, comme dit, vous l'avez très bien mentionné, que c'est un bon état de l'état de l'Union, de la situation en la date de publication qui est le 7 juillet. Est-ce que vous allez, est-ce que vous allez faire des mises à jour régulières ou vous allez juste attendre que quelque chose arrive pour nous envoyer des informations at large? Parce que présentement, en juillet, on est correct, là. Mais plus on va rentrer au mois d'août, plus on va commencer à préparer notre préparation de glace ou le début de classe, les changements, s'il y a des changements, mais on aura beaucoup moins de temps pour faire des ajustements s'il y a eu, même si on est dans un mind frame de demeurer flexible. Donc, là, présentement, vous nous envoyez des publications à peu près au mois. Est-ce que vous pensez à accélérer cette cadence-là pendant les prochaines semaines? Oui, merci pour votre question, Gilles. Effectivement, là, on envoie des mises à jour là, aux 2-3 semaines, un mois, dépendamment. Là, quand on juge qu'il y avait assez d'informations importantes à vous communiquer. Des mises à jour, effectivement, on s'attend à ce que le document là, que vous avez en main là, soit mis à jour assez souvent d'ici le début de la saison, là, directement là, par notre comité opérationnel avec Curling Canada et les autres provinces. Et c'est sûr que les changements là, importants qui nous touchent ici au niveau provincial vous seront communiqués également rapidement. Là. Le point que vous avez mentionné, Jules, je pense que c'est extrêmement important. Je pense que c'est important pour tous les clubs de travailler rapidement là, puis de mettre en place un comité COVID rapidement, de penser à tout ce qui doit être fait. Mais honnêtement, c'est pas nécessairement le temps non plus d'aller investir des sommes colossales là, pour adapter votre club parce que les choses pourraient effectivement changer de façon assez importante là, dans les prochaines semaines puis les prochains mois. La phase 1 là, de déconfinement sportif est arrivée quand ils sont retournés en arrière il n'y a pas si longtemps que ça, puis on pensait tout le monde là, que ça allait être beaucoup plus long avant que les prochaines phases arrivent, et ça a déboulé assez rapidement, comme vous le savez. Je pense que les prochaines semaines vont être critiques avec l'été là, et la gestion de la pandémie ici au Québec. Pour l'instant, là, comme on sait, les chiffres vont plutôt bien.
ce qui est de bon augure, mais ça pourrait aller d'un côté comme de l'autre, là, plus on va approcher du début de la saison. Alors, comme je vous dis, je pense que d'avoir un bon plan en place, de laisser savoir à vos membres que vous travaillez là-dessus, puis que vous allez les informer rapidement, peut-être quelque part à la mi-août pour votre retour, serait important également. Vous pouvez définitivement considérer d'envoyer un sondage à votre membership, voir un peu quel est leur état d'esprit pour vous faire une idée. Je pense que ça, c'est des choses qu'on peut mettre en place rapidement et qui ne demandent pas d'investissement monétaire. Et après, là, d'être prêt pour la suite des choses. Et effectivement, là, notre but, Gilles, c'est de vous communiquer le plus rapidement possible toute information qu'on juge importante. Nous, on va demeurer évidemment en poste là, tout l'été, comme c'est le cas, mais je veux dire, on est disponible également pour faire des visios supplémentaires au besoin, pour faire des visios avec des clubs ou des conseils ou des comités qui le souhaiteraient pour parler de vos problématiques là, personnelles aussi. Fait que c'est toutes des choses qui sont en place et qu'on va faire tout au courant de l'été. Oui, si je peux rajouter à ça aussi de mon côté, en ce qui concerne les communications, ce qu'on fera aussi à la fin de ces visioconférences sera de développer un document qui va en fait être une liste de toutes les questions qui ont été posées avec leurs réponses respectives et de les partager avec vous pour que vous puissiez aussi les partager avec vos memberships. Et ceci dit, on va mettre, c'est un document qu'on va dire qui va continuer à évoluer d'ici jusqu'à la crise sera finie. Donc, on rajoutera à fur et à mesure qu'on reçoit plus d'informations, soit de nos clubs, soit de nos membres, soit des recommandations de la part du ministère. Mais on va faire vraiment de notre mieux pour vous tenir à jour en tout temps, que ce soit parce qu'il y a des bonnes nouvelles ou parce qu'il y a quelque chose qui s'en vient, qui va demander des changements assez rapides. Donc, celle-ci est notre responsabilité envers vous. Donc, on fera vraiment de notre mieux pour continuer à vous communiquer comme on a fait, je pense, jusqu'à maintenant. Et moi, je suis pas mal convaincue que ça va accélérer, surtout quand on s'approchera au début de la saison. Simplement parce que je pense que là, il y aura plus de détails et plus de questions qui vont sortir quand les clubs vont commencer vraiment à mettre en place leur stratégie et leur plan d'action. Est-ce que ceci répond à votre question, Gilles? Ou... Oui, merci. Merci, assez compréhensif. Merci. Super, merci à vous. Là, on passe à Francis Damour qui aurait aussi une question. Francis, vous êtes là? Francis, c'est à vous. On attend. Peut-être qu'il y a un... Oui, Francis, juste en bas à gauche de ton écran, il y a un bouton muet. Donc, tu es toujours en mode muet présentement. Ton micro, on le voit rouge. Alors, il faudrait juste activer ton micro en bas à gauche de l'écran, si possible. En attendant... le voilà. C'était une mauvaise touche. Je n'avais pas de questions à poser. Ah, OK. Super, c'est bien de vous entendre en tout cas. Super. Bon, alors, dans ce cas-là, oh, pardon. Alors là, je fais une petite... Michael Colette, vous aviez une autre question? Allez bien. Si vous pourrez vous rapprocher peut-être du micro un peu plus. Oh, là, vous êtes en muet. Comme ça, c'est parfait. Bon. Oui, c'est mieux. Merci. Parfait. Moi, c'est plus j'apprécie beaucoup le document qui a été généré. Ça va donner quand même beaucoup d'idées, une bonne structure pour créer notre propre plan, notre protocole de retour au jeu. J'ai bien compris les annexes. La 2, c'est surtout sur la COVID-19, c'est sur l'état physique de la personne, comment est-ce qu'elle se tente, ses responsabilités. Ça, c'est vrai que c'est un risque à tous les jours, à toutes les fois qu'une personne se présente au club. Il faut bien signer, ça, c'est bien compris. Tandis que l'annexe 3, c'est plus un dégagement de responsabilité, d'une renonciation, des réclamations, des indemnisations. Ça, on peut très bien, nous, en tant que comité, décider que l'annexe 3, on la signe seulement qu'une fois
pour les membres réguliers, au lieu de la faire signer à toutes les fois, parce que s'ils prennent connaissance du document une fois en commençant la saison, je ne vois pas pourquoi on devrait les faire signer à chaque fois qu'ils rentreraient au club. Là, Oui, tout à fait, Michael, vous avez raison. Là, au niveau de la renonciation, ça peut être fait une fois si évidemment bien libellé que le membre s'engage pour la saison à renoncer, il n'y a aucun problème. N'oubliez pas de le faire signer évidemment aux gens qui viendront de façon sporadique à votre club là, ou des locations. Mais effectivement, si c'est 2 documents séparés, sans aucun problème, là, allez-y ainsi. Des fois, comme je vous dis, ça peut être aussi un document, le même document qui peut contenir les deux. Les 2 bribes d'informations. À ce moment-là, évidemment, faites-le à chaque jour, mais vous avez tout à fait raison. Merci. Oui, tout à fait. Alors. Monica, il y a Billy qui Oui. nous demande si nous avons des Oui. suggestions pour la machine pour nettoyer les souliers. So Billy was asking about the shoe cleaning machine and what the recommendations are. Obviously, if you have the standard machine, the nice thing about it is that people are not touching it with their hands. So that they will simply bring their foot to the machine and have the machine clean the sole of your shoes. So the good thing, it should not be touched. Obviously, maybe some signage of the machine asking people not to touch it, but perhaps you should still consider having it washed between draws just to make sure that everything is kosher. Because as we all know, people have a tendency to put their hand on the top handle that's there. So that's what I would recommend for the shoe cleaning machine at this point. Alors, pour la machine à souliers, je recommanderais évidemment, la bonne nouvelle, c'est que généralement, si vous avez une machine standard, on n'a pas besoin de la toucher pour l'activer, juste de mettre les souliers, mais on sait que les gens peuvent quand même avoir tendance à tenir la poignée du dessus à l'occasion. Alors, peut-être juste un peu un signe là, qui leur rappelle de ne pas la toucher, mais je considérais quand même là, une désinfection rapide dans chacun des draps, juste pour vous assurer que tout est correct pour la machine à souliers. Je rajouterais seulement, pour être vraiment sûr aussi, et pour vraiment enlever toute cause pour souci, ça serait vraiment aussi faire attention en fonction d'où la machine se trouve. Peut-être parfois les gens s'appuient sur des murs parce que parfois il y a des machines qui sont vraiment près du mur pour que les gens puissent s'appuyer sur le mur. Donc peut-être être sûr de nettoyer le mur parce que c'est sûr qu'il y aura pas mal de passages de main là. So Billy, if the shoe cleaning machine is near a wall and people use that wall to stand up and to hold themselves up as they're getting their shoes clean, perhaps those surfaces would necessitate a good cleaning between draws. Alors là, on passe à Claude d'Aragon. Allez-y, on vous écoute. Claude, voilà. Vous m'entendez? Oui, tout à fait. Bon, parfait. Écoutez, moi, c'est juste un commentaire en réalité sur notre club. Je suis membre du club Border à Stansted. C'est un club qui se trouve à être à 500 mètres des États-Unis, de la frontière. Il y a au-dessus de 50% de nos membres qui sont américains. Là, ça a l'air que ça va retarder jusqu'au 31 août s'ils vont ouvrir la frontière. Puis en plus de ça, selon la question de Billy à propos des personnes en haut de 70 ans au Québec, que ça serait banni, encore une fois, on a 50% de nos membres qui sont en haut de 70 ans. Fait qu'on va carrément fermer nos portes si jamais tout ça se réalise. Fait que la réponse pour les personnes de 70 ans et plus, quand est-ce qu'on pourrait avoir une réponse à savoir si effectivement au Québec, on est encore... moi, je ne savais pas qu'il n'y avait pas le droit d'être à l'intérieur au Québec, là, en haut de 70 ans. Là, juste vite. En fait, merci Raoul. Thank you, Raoul, again. Si vous voyez là, il y a un lien. En fait, je vais l'ouvrir et le partager avec... En fait, vous savez quoi? Je vais vous mettre dans la chat après. Mais il y a une page, en fait, qu'on va rajouter dans nos questions qui sont posées fréquemment. Mais on a en fait un lien directement à la page du ministère de Santé du Québec qui pourra vous confirmer ces informations-là concernant l'âge de vos membres. Et c'est effectivement, donne-moi juste 2 secondes.
En fait, c'est pas banni. En fait, c'est pas interdit que pour les personnes âgées 70 ans et plus en fait, de se rendre à ces endroits à l'intérieur, mais en fait, ils devront suivre les recommandations et les lignes directrices du gouvernement et du ministère de la Santé de façon très, très stricte. Donc, c'est pas banni. Là, on revient à la question des formulaires de renonciation, les formulaires de consentement et de prise de connaissance des risques, etc. Et je pense que ça serait à votre avantage de parler avec votre assurance pour être sûr que ces formulaires sont effectivement valides pour vous et que vous avez une protection au cas où il y a, on espère que ça n'arrive jamais, mais s'il y a une éclosion chez vous, que vous êtes protégé. D'accord. Marc-André, aurais-tu quelque chose à rajouter à ça? Non, c'est beau. Je vous remercie beaucoup. C'était juste un commentaire comme ça parce que le club va fermer ses portes si jamais tout ça, ça arrive. Oui, non, c'est bien compréhensible. Ouais. C'est vraiment une situation particulière, Claude, comme vous savez. Là, il n'y a pas beaucoup de clubs comme vous là, qui sont si collés sur la frontière. Mais effectivement, pour l'instant, c'est plutôt problématique de votre côté. On ose espérer là, que d'ici 2 mois, ça ne sera pas le cas. Mais encore une fois, le rendu là, si on peut être d'une aide quelconque, n'hésitez pas à nous faire signe. Sinon, je vais juste vous relayer le message de Nicole qui vous invite à revenir à Bel Air à la place. De laisser les problèmes, laisser vos problèmes ailleurs. Mais non, effectivement, là, Claude, plus tard cet été, si vous souhaitez reparler de cela avec nous, ça va nous faire plaisir. Et merci beaucoup. À vous, Claude, merci. Avant de passer aux personnes qui ont levé la main, juste pour revenir à la question de Nicole, elle pose la question, une question de suivi pour la machine à nettoyer les souliers. Souvent, les gens attendent un à la suite de l'autre et tiennent la poignée. Est-ce que le port d'un gant pourrait aider? Sinon, il faut nettoyer la poignée après chaque joueur qui nettoie leurs souliers. Oui, effectivement, Nicole, même, je vous dirais, dans un monde idéal, si on serait capable d'enlever la poignée et que le dispositif marche bien, c'est ce que je vous recommanderais idéalement. Le port du gant n'est pas une solution viable. Comme vous savez, si une personne quelconque, par exemple, advenait de tousser, d'éternuer ou de simplement mettre son gant à son visage et si la personne est infectée, elle pourrait évidemment là, infecter la machine par la suite, le gant ou non. Donc non, le gant n'est pas une solution là, à ce problème-là. Comme je vous dis, de vous assurer là, que les gens ne le touchent pas et même de considérer l'enlever. Comme je vous dis, je ne sais pas si c'est possible encore. Il faudrait que je regarde avec notre équipe de techniciens de glace. Mais donc, le gant ne serait pas une solution à ce niveau-là. Merci. Alors, on passe la parole à Ghislain encore. Ghislain, vous avez une question? Oui, vous m'entendez? Oui. Je voulais revenir sur le document de l'annexe 2. Je me demandais si ce serait possible de faire quelque chose d'un peu simplifié, là, un petit peu comme si on va à l'hôpital, par exemple, là, il y a un gardien à l'arrivée qui nous demande si on a été en contact avec des personnes qui ont la COVID, si on a des symptômes, des choses comme ça. Est-ce que ça serait suffisant d'avoir quelqu'un qui accueille tous les gens en arrivant et qui remplit un genre de checklist pour s'assurer que les gens n'ont pas de symptômes ou n'ont pas de problèmes à ce niveau-là? Encore une fois, Justin, là, je vous dirais, c'est vraiment de valider là, de votre côté là, avec les instances en place. Donc, est-ce que c'est acceptable pour votre compagnie d'assurance ou la responsabilité civile, puisque c'est acceptable là, pour les instances de la santé publique là, chez vous au Saguenay-Lac-Saint-Jean? Ghislain, si c'est le cas, allez-y, pas de problème. Le release là, qui doit être signé à chaque jour, c'est effectivement, ça peut être contraignant, on le sait. C'est une mesure là, qui vise à éviter des problèmes là, pour vous. Mais si vous n'êtes pas obligé d'avoir quelque chose d'aussi rigoureux que ça, puis c'est accepté, là, puis comme je dis, par vos instances, ben, allez-y sans problème. OK. Ça répond à votre question, Ghislain? Donc, ça veut dire que c'est pas nécessairement quelque chose, c'est pas nécessairement une réglementation provinciale qui oblige ça. Ça peut être local, ça peut être municipal, c'est ça? Oui, tu vois, comme le meilleur exemple, Justin, par exemple, en ce moment, là, quand quelqu'un va au restaurant, on ne fait pas signer de release, là, on s'entend. Même si on peut côtoyer des gens à côté, il n'y a pas de formulaire qu'on demande aux gens de signer, même si c'est à l'intérieur, dans un environnement clos. Ceci dit, dans le cadre de la pratique du sport, dans le cadre d'un club de curling, on pense qu'aucun club de curling
et ça, c'est partout là, d'un océan à l'autre au Canada, là, est en mesure de se lancer dans une bataille juridique avec une personne qui aurait contracté la COVID chez lui sans être protégé là, légalement. Donc, ce qu'on vous dit, c'est faites extrêmement attention à ce que vous décidez de mettre en place vous-même. C'est vous qui serez responsable par la suite, on s'entend, et peut-être considérer des mesures plus restrictives là, que moins, juste pour vous assurer de ne pas vous embarquer dans une galère si malheureusement il arrivait quelque chose. Mais il n'y a personne qui vous oblige à faire signer le release. En fait, en tant qu'administrateur d'un club sportif, vous avez le mandat de faire appliquer les règles de la santé publique. Et si vous décidez d'être plus lax que moi, vous avez le droit. Il n'y a personne qui va vous taper ses doigts tant ou si longtemps qu'il n'y a pas de problème. À ce moment-là, si jamais il y a des problèmes, bien, assurez-vous à l'avance que ce que vous avez mis en place était acceptable pour que votre club ne soit pas dans le trouble. OK. OK. Donc, finalement, ouais, c'est surtout avec l'assureur qu'il faut valider ça, finalement. Exactement. Oui. Tout à fait. Vous avez l'assureur, puis Ghislain, la municipalité également, juste pour vous assurer d'être conforme, là, parce que ça peut changer beaucoup d'une nouvelle à l'autre quand même. Puis la santé publique régionale également, qui peut avoir des recommandations différentes d'une région à l'autre. OK. Merci. C'est bon, Ghislain? OK, merci. Oui. Puis là, on passe. Germain, je viens de. Je pense. C'est vous, je viens de vous répondre à une de vos questions que vous envoyez par chat. Est-ce que c'est la seule question que vous aviez à poser ou vous avez oui, c'est ça. C'est que je me demandais si, bon, c'est toujours sur la question des renonciations à l'élection 1 et 2, là. Vous le recommandez à tous les jours. Est-ce que cette recommandation-là vient d'une compagnie d'assurance qui a validé les annexes que vous recommandez ou si c'est une recommandation du groupe de travail que vous avez fait ou c'est des assurances qui vous recommandent la signature à tous les jours? En fait, les compagnies d'assurance, Germain, nous recommandent de faire valider par chaque compagnie d'assurance. Donc, il n'y a personne qui va donner des recommandations par rapport à comme vous pouvez l'imaginer, un compétiteur. Donc, pour ce qui est des assureurs en place, dans ce cas-ci de Curling Canada, ils ont validé des informations par rapport à des participants et participantes qui seraient dans des championnats canadiens. Le release leur serait demandé à ce moment-là à être signé à chaque jour. Il pourrait également y avoir des tests, parce que c'est des questions aussi qui nous ont été posées cet après-midi. Au niveau provincial, on ne prévoit pas, là, du moins à court terme, de faire des tests. Au niveau national, ils pourraient en avoir, mais de façon sporadique. Donc, ce n'est pas tout le monde qui serait testé systématiquement, du moins pour l'instant. Alors, la recommandation, c'est vraiment de valider auprès de votre propre assureur, parce que les règles peuvent changer extrêmement d'un assureur à l'autre pour voir qu'est-ce qui est la bonne chose pour votre club. Et ça va dans le même sens un peu que la question de Michael dans le chat par rapport au copyright sur les lignes directrices de retour au jeu. Si vous décidez de vous inspirer des documents pour créer votre propre document, évidemment, libre à vous de le faire, c'est sûr. Mais encore une fois, Michael, faites juste valider, toujours la même chose, avec votre propre assureur, que le document que vous avez créé couvre tout ce qu'il doit couvrir, tout simplement. Donc, le document, les annexes que vous proposez, qu'on pourrait utiliser selon notre choix, ça a été surtout élaboré pour des compétitions ou des tournois ou des championnats, si je comprends bien. Non, ceux-là ont été effectivement développés pour Curling Canada en championnat. Ils ont été validés également, ils peuvent être acceptés au niveau du club. Vous allez voir ceux qu'on va vous envoyer, Germain, également, du côté du RLSQ, sont beaucoup plus succincts et ils ont été validés également là, par l'équipe juridique du RLSQ là, qui s'occupe uniquement du sport au Québec, puis ils ont été validés de ce côté-là aussi. Donc, comme je vous dis, là, ça dépend évidemment beaucoup de votre propre assureur, puis de ce qui est prêt à accepter là, par rapport à quelque chose comme un virus. D'accord, merci. De rien. De rien. Juste un instant, je m'excuse, j'étais en train de valider quelque chose. Merci, Ghislain. Michael, je vous passe la parole. Là, est-ce que c'est pour poser la question que vous avez aussi écrite dans la chat? Oui, c'est ça, c'est exactement. Ça a été répondu par M. Marc-André sur le copyright et si oui ou non, et on va pouvoir prendre des choses intégrales du document pour créer notre propre protocole de retour, puis il a répondu. Merci beaucoup. Oui, oui, tout à fait. Puis, merci, Michael. Alors là, je passe à la question de Nicole. Pourquoi sous l'annexe 2.10, il a stipulé l'île du Prince-Édouard au cours des 14 quand nous sommes au Québec? Là, alors, je vais juste partager mon écran pour que tout le monde puisse voir de quoi l'on parle.
Alors, la question de Nicole, c'est par rapport à ce point-là ici. Nicole, ce que je peux vous dire, c'est que l'île du Prince, on parle de l'île du Prince-Édouard parce que c'est une île, en fait, séparée du reste, en fait, géographiquement séparée par le reste du Canada. Donc, c'est pour ça qu'il mentionne l'île du Prince-Édouard, pas d'autre raison. J'espère que ceci répond à votre question. Mais Marc-André, si j'ai bien compris, c'est ça, non? Oui, ou possiblement, là, je ne suis pas sûr, moi non plus, Monica, possiblement que les 10 Prince-Édouard avaient une réglementation spéciale. Ils ont demandé que ça fasse partie intégrante du document national. C'est peut-être ça aussi, mais ça ne nous touche pas dans ce cas-ci. Nicole, ne faites-vous-en pas, évidemment, là, ça touche uniquement les résidents de l'île du Prince-Édouard pour ce point-là spécifiquement. Oui. Puis là, est-ce qu'on a vraiment répondu à toutes les questions? Est-ce qu'il y a encore des questions, des soucis que vous voulez partager avant qu'on coupe notre conférence aujourd'hui? Going once, going twice. Marc-André. Ouais, OK, c'est un remerciement. Merci, Michael. Marc-André, je pense que... Peut-être, en terminant, quelques petits points qui sont sortis cet après-midi, qui ne sont pas sortis ce soir, évidemment. Considérez également là, tout ce que vous pouvez, dans le fond, adapter, mais qui ne nécessite pas de toucher avec les mains. Mon petit garçon vient de vous dire bonne nuit. Donc, tout ce que vous pouvez adapter, dans le fond, qui ne nécessite pas un contact tactile, ben faites-le. C'est-à-dire les piles ou phases de début de partie, le tableau de pointage aussi, comment vous allez le gérer. Donc, il y a toutes sortes d'applications qui sont disponibles là, maintenant, ou toutes sortes de façons connexes de faire qui peuvent vous faciliter la vie. Évidemment, là, on va, au fur et à mesure que les choses vont avancer cet été, on va essayer de vous partager également là, les best practices qu'on entend là, autant là, de nos clubs au Québec que des autres clubs au Canada. Donc, si on des gens qui ont vraiment des idées novatrices, on vous le partagera évidemment avec le plus grand des plaisirs pour faciliter votre tâche. Et comme je vous disais, je pense qu'il est important de tenir en compte là, dans votre préparation au cours des prochaines semaines, c'est de vous faire un plan rigoureux en fonction de ce qui est en place présentement, mais soyez extrêmement malléable dans ce que vous allez faire parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer d'ici notre début de saison. Et je vous réitère là, notre offre qu'on parlait au début. Là, donc, notre équipe est évidemment disponible là, en tout temps si vous souhaitez faire une visioconférence avec nous là, plus personnalisée pour parler de votre club de façon plus spécifique. Qu'est-ce qui pourrait être fait? On peut organiser ça sans aucun problème. Vous pouvez communiquer avec Monica et moi par courriel. Et également, là, si on voit que des choses bougent extrêmement rapidement prochainement et que des visios en grand groupe comme celle-ci sont nécessaires, vous pouvez être sûr qu'on va les organiser aussi avec le plus grand plaisir. Alors, entre-temps, si vous commencez votre réflexion, vous avez besoin de nous communiquer avec nous, n'hésitez pas. Et si vous avez besoin de rencontres supplémentaires, n'hésitez pas non plus, ça va nous faire plaisir de le faire. Et je pense, Monica, on peut terminer juste en réitérant le fait qu'on va vous communiquer là, tout au long de l'été toute information qui sortirait, que ce soit au niveau provincial ou national, et qui pourrait vous toucher de près ou de loin. Ou à tout le moins mettre à jour sur notre site Internet pour vous informer qu'il y a des mises à jour qui sont faites si les choses ne sont pas extrêmement importantes. Absolument, Marc-André. De plus, pour ceux qui ne sont pas au courant, cette présentation sera disponible sur Facebook, sur notre page Facebook. Donc, si vous voulez la partager avec les autres membres de votre club ou d'autres membres des conseils d'administration de vos clubs, vous avez l'option de le faire à travers Facebook. Cette présentation a été enregistrée aussi, donc dès qu'il me sera possible et que j'aurai l'enregistrement complet de cette session et celle de cet après-midi, on va les publier aussi sur YouTube. Je pense que ça ne devrait pas poser un problème, donc ils seront disponibles là aussi pour vous en tout temps, s'il y a des personnes qui n'ont pas des comptes Facebook, par exemple. Et comme j'ai déjà dit, on va compiler un document avec les questions et réponses qu'on a abordées aujourd'hui, en fait, dans la session de cet après-midi et dans notre session maintenant de 19h30. Donc, ceci, en fait, ce sera un document vivant. Ce que je veux dire, c'est que ça va continuer à changer, à évoluer. On va rajouter des informations
à fur et à mesure qu'on les reçoit. Et si vous pensez, comme Marc-André a dit, qu'il y a peut-être des conseils d'administration de vos clubs qui aimeraient nous contacter de façon plus privée et directe, il nous fera plaisir d'organiser d'autres séances comme celle-ci avec vous. Donc, il faut juste poser la question et nous sommes là pour vous répondre. Ben, sur ce, je vous remercie. Merci tout le monde. J'aimerais aussi, en terminant, merci à Monica qui a rendu ça possible. On commence à patauger dans des Zooms de groupe et ça a bien fonctionné. Donc, j'espère que ça a été utile pour vous. Bonne soirée et au plaisir de vous reparler tous. À bientôt. Bonne soirée tout le monde.